Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Madame Catherine Witold de Venden. Vous avez un très joli nom, mais qui est parfois difficile à prononcer. Voilà. Avant d'introduire notre conférencière, je voudrais en quelques mots vous inviter à nous replonger dans les mémoires du célèbre écrivain autrichien Stefan Zweig, que d'ailleurs Catherine Witold de Venden cite au demeurant dans un de ses travaux, qui sont extraites du Monde d'hier, les fameux souvenirs d'un Européen, les magnifiques mémoires de Stefan Zweig, dans lequel l'auteur décrit le monde d'avant 1914 avec beaucoup de nostalgie. Et notamment, il nous raconte que avant la Première Guerre mondiale, les hommes circulaient librement de par le monde, sans avoir à faire état d'un récépissé, d'un permis de séjour, d'un passeport. En somme, sans avoir à se plier à des tracasseries administratives. Et il décrivait cela avec beaucoup de nostalgie, et il écrivait, bien entendu, quelque temps après le premier conflit mondial, très précisément en 1942, lorsqu'il s'était exilé au Brésil pour fuir les persécutions nazies, et juste avant de se donner la mort, donc il avait produit cet écrit, et il s'exprimait à une époque où le monde avait considérablement changé après la Première Guerre mondiale. Le monde n'était plus un monde dans lequel étaient juxtaposés des empires, empire austro-hongrois, empire allemand, empire ottoman, mais c'était un monde où une carte mondiale qui avait été redessinée en privilégiant la figure de l'État-nation. Donc on comprend la raison pour laquelle il éprouvait beaucoup de nostalgie pour le monde d'avant 1914, qui était un monde où on circulait librement. Alors, il y aurait tout lieu de répandre cette nostalgie aujourd'hui, à l'heure où nous assistons, aussi paradoxal que cela puisse paraître, à un renforcement des contrôles des frontières. C'est paradoxal parce que, d'une part, aujourd'hui, nous avons par exemple en Europe un espace qui est censé être un espace de libre circulation des hommes, et puis d'autre part, nous assistons à un processus irréversible qui est la mobilité. Les hommes sont de plus en plus mobiles de nos jours, et ils le seront de plus en plus à l'avenir, c'est irréversible. Pour des raisons diverses, d'ailleurs que Catherine Witold de Venden explique très souvent dans ses travaux, il y a les changements climatiques, les déséquilibres démographiques, l'interdépendance économique du monde, et puis bien entendu il y a les conflits, les crises, les guerres, notamment celles qui sévissent actuellement au Moyen-Orient. Donc il y a une sorte de décalage auquel nous assistons aujourd'hui entre une politique générale adoptée par les États, qui est une politique de fermeture, ou à tout le moins de contrôle des frontières, et une réalité démographique, une réalité sociologique, qui est ce constat donc de la mobilité naturelle des êtres humains, et qui va aller croissant. Cette incompatibilité, elle mérite bien entendu une attention scientifique. Parce qu'en effet, en matière migratoire, c'est plutôt l'émotion qui l'emporte. C'est l'émotion qui prévaut sur la raison, très souvent. Non seulement dans les discours de la classe politique, mais aussi dans les opinions publiques. Je prendrai un seul exemple. Il y a quelque temps, il suffisait d'un cliché photographique qui représentait un jeune Syrien âgé de 3 ans qui avait échoué sur une plage turque en raison d'un bateau d'une embarcation de migrants qui s'était noyée, qui avait coulé. Et de ce cliché photographique, il en est résulté une émotion généreuse, humanitariste, consistant à davantage d'ouverture des frontières. Quelque temps après, on apprend qu'un kamikaze se fait exploser près du stade Saint-Denis. Or, il s'agit d'une personne qui, au contraire, lui, a réussi son périple de la Syrie jusqu'à la France en usurpant l'identité d'une autre personne. Et il en est donc résulté une émotion inverse, un réflexe irrationnel, une peur irrationnelle consistant à non pas réclamer l'ouverture des frontières, mais au contraire à assimiler immigration et terrorisme. Autrement dit, on est plus dans l'émotion que dans la raison face à un tel domaine, la question migratoire. Alors, face à ces mouvements d'opinion versatiles, il est important de faire entendre la raison.
une raison qui nous enseigne avec Catherine Witold de Wendel que loin d'être une menace, la mobilité migratoire est un facteur de développement économique. Certes, elle a un poids, elle a un coût, à la fois démographique et économique, qui pèse sur le pays d'accueil, mais ce coût est insignifiant au regard de ce que certains discours alimentés par le populisme ont pu avancer. Je prendrai un seul exemple. Dans l'hypothèse où l'Europe accueillerait à plus ou moins long terme 2 millions de réfugiés, cela équivaudrait à peine à 0,3% de la population. C'est rien à côté de ce que, par exemple, en cours le Liban, qui reçoit actuellement 1 million de réfugiés, c'est-à-dire un quart de sa population. Donc il n'y a pas lieu de semer la panique face à ces chiffres. Alors, Catherine Witold de Wendel, qui est directrice de recherche au CNRS et qui est spécialiste des phénomènes migratoires, est l'une des voix les plus légitimes pour manier ces chiffres, d'une part, et surtout pour tordre le cou aux fantasmes de toute nature qu'a pu susciter l'immigration. Vous êtes consultante auprès de divers organismes, vous avez été consultante auprès de divers organismes internationaux comme l'OCDE, le Haut Commissariat aux réfugiés, la Commission européenne, et vous militez depuis un certain temps pour l'établissement d'une gouvernance mondiale en matière de politique migratoire. Au fond, la question migratoire souffrirait du même type de problème que la politique en général. On dit souvent que l'économie n'a pas de frontières. Mais quand, à l'inverse, le politique, et notamment la démocratie, est resté enfermé dans le cadre de l'État-nation. Et de ce décalage, de cette incompatibilité, il en résulte, par exemple dans certaines entités régionales, un déficit démocratique qu'on ne peut contourner qu'en dépassant justement le paradigme de la souveraineté, le paradigme de l'État-nation. Alors on peut se demander avec Catherine Witold de Wendel si, non pas en matière économique, mais en matière migratoire, qui est un phénomène qui dépasse les frontières, il n'y a pas lieu de remettre en cause justement et d'interroger ce principe de la souveraineté et de l'État-nation. Alors c'est peut-être un petit peu aller trop loin, ou d'anticiper, j'anticipe peut-être un peu ce que vous allez dire, ou alors je transgresse le cadre dans lequel vous entendez vous limiter. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, sans tarder, je vais vous donner la parole. Donc, nous allons entendre notre experte sur cette question intéressante. Pour votre accueil, et puis merci d'être aussi nombreux pour ce soir. Alors, je vais... Merci beaucoup. Je vais me mettre dans ce coin pour pouvoir faire passer quelques cartes pour essayer de situer le sujet de ce soir, qui est à la fois la question des migrations, mais aussi la question des réfugiés. Une crise migratoire qui, d'ailleurs, n'est pas récente, puisqu'on en parle depuis quasiment 25 ans, mais qui s'est accentuée avec ces dernières années, notamment ce que disait monsieur Viala, qui m'a introduit, le professeur de droit, le décalage entre la réalité et les politiques qui sont censées gérer cette réalité. Alors j'ai décidé de partir de quelques cartes qui sont, pour certaines d'ailleurs, à refaire, puisque mon atlas, je devrais donner une nouvelle livraison au printemps prochain. Donc ça, c'est l'atlas de 2012. J'ai fait simplement une sélection de cartes pour essayer de montrer un peu le phénomène. Un phénomène qui est d'ailleurs assez limité, contrairement à ce qu'on pense à l'échelle mondiale, puisque toutes ces flèches, etc., ça ne concerne que 3,5% de la population mondiale. Donc les migrations internationales, qui ont une définition très précise auprès du département de la population des Nations Unies, c'est quelqu'un qui est né dans un pays et qui vit dans un autre pays que celui où il est né, et pour une période en général supérieure à 1 an. Donc c'est pas quelqu'un qui est un touriste, c'est pas quelqu'un qui vient pour une période ramasser les fraises, etc. En général, c'est période supérieure à 1 an. Donc comme ça, c'est une définition relativement stable, précise du migrant international, qui inclut aussi des nationaux, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont, parmi les nationaux, qui sont nés dans un pays, qui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés ensuite. Donc le migrant international, c'est 240 millions de personnes à l'échelle mondiale. 240 millions
3,2% environ de la population de la planète. Et c'est un phénomène qui, comme vous le voyez, et ça c'est l'aspect plutôt nouveau, c'est mondialisé. C'est-à-dire qu'en fait, même si les migrants ne sont pas très nombreux, même s'ils augmentent régulièrement d'année en année, on avait à peu près 75 millions de migrants internationaux dans les années 70. Aujourd'hui, le chiffre a été multiplié par 3. Donc, effectivement, c'est un phénomène lent et continu qui se poursuit. Mais aussi qui se poursuit de façon mondialisée, c'est-à-dire que la plupart des régions du monde sont concernées par les migrations. Comme vous le voyez, il n'y a pas que l'Europe dans son face-à-face avec la rive sud de la Méditerranée. Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Les grandes destinations en termes de flux, c'est-à-dire en termes d'arrivée à l'échelle mondiale, sont d'une part l'Europe, qui est la première destination, suivie, mais pour les 28, pas pays par pays. Deuxièmement, les États-Unis en termes de flux, alors qu'ils sont les premiers en termes de stock, c'est-à-dire de population installée dans le pays, avec plus de 40 millions de gens qui sont nés à l'étranger, de migrants. Et puis, ensuite, on a le Golfe, troisième destination mondiale, et quatrièmement, la Russie. Donc là, on a déjà une dispersion assez forte des points d'arrivée. Et ce qu'on voit, c'est que presque toutes les régions du monde sont concernées par la migration. L'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, la Turquie, etc. Donc c'est un phénomène qui s'est considérablement mondialisé. Et les pays de départ, souvent, sont devenus des pays d'accueil. C'est le cas de l'Europe du Sud, c'est le cas du Maghreb, c'est le cas du Mexique, c'est le cas de la Turquie ou de transit. Et beaucoup de catégories de migrants elles-mêmes sont devenues plus floues, comme les pays eux-mêmes. Il y a eu tout un débat, un mauvais débat à mon sens, mais un débat quand même sur les bons migrants, les bons réfugiés, les mauvais migrants, etc. Ce qui est un débat complètement fallacieux à mon sens, puisque les réfugiés font partie des migrants. Sur les 240 millions de migrants internationaux, on a 60 millions de personnes qui sont ce qu'on appelle des migrants forcés, qui entrent dans la demande d'asile ou qui ont déjà le statut de réfugié. Il faut également inclure sur ces 240 millions environ 22 millions de déplacés environnementaux internationaux, c'est-à-dire qui ont quitté leur pays pour aller se réfugier ailleurs. L'autre moitié, ils sont un peu plus de 40 millions, les déplacés environnementaux, puisque c'est d'actualité, sont restés chez eux, mais dans une autre région que celle qui est menacée par toute une série de catastrophes naturelles. Donc la catégorie migrants est importante, mais la catégorie migrants internes l'est encore plus. On a 740 millions de migrants internes dans le monde, des gens qui se déplacent dans leur propre pays pour y travailler, pour se réfugier en cas de crise, pour fuir une catastrophe naturelle, etc., pour diverses raisons. Donc en gros, 1 milliard de la planète est en mouvement sur 7, mais pour les 3/4 en situation de migration interne. Et la plupart des déplacés environnementaux sont et seront des migrants internes qui chercheront refuge dans leur propre pays pour essayer d'aller à l'encontre d'une idée répandue qui croit que le prochain migrant de masse, ça va être le migrant environnemental. Rien de plus faux à l'échelle de l'Europe. C'est une migration qui va être surtout sud-sud et pour l'essentiel une migration interne. Donc voilà cette configuration des flux, mondialisation, mais aussi régionalisation des flux. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde les cercles gris que j'ai faits sur la carte, la plupart de ces cercles dessinent des régions migratoires, même des espaces migratoires régionaux qui parfois sont devenus des systèmes migratoires. Pas seulement à cause des phénomènes d'interdépendance entre le migrant et l'endroit où il va, mais aussi par des systèmes institutionnels qui se sont progressivement mis en place pour faciliter ce phénomène d'espace migratoire régional. Et aujourd'hui, pour l'ensemble des régions migratoires au monde, je regardais les chiffres du département de la population des Nations Unies, il y a dans tous les cas, sans aucune exception, plus de migrants qui viennent de la région
dont on parle que de gens qui viennent d'ailleurs. Donc le système de régionalisation s'est accru malgré la mondialisation parce qu'il y a des nouveaux profils de migrants récents qui sont apparus qui ne vont pas très loin, notamment les femmes. 51% des migrants internationaux sont des femmes. Les mineurs non accompagnés, les personnes qui, en situation de crise politique, cherchent un refuge plutôt interne. Les déplacés environnementaux, je vous disais que la moitié se protégeaient dans leur propre pays, etc. Tous ces migrants vont migrer dans la région dont ils viennent, au sens large. Donc la plupart des migrants d'Amérique latine aujourd'hui viennent d'Amérique latine, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans, où il y avait encore beaucoup d'Européens. La plupart des migrants également, sur les 40 millions de migrants aux États-Unis, la moitié viennent du Mexique et de l'Amérique centrale. En Europe, l'essentiel des migrants vient soit d'Europe pour 40%, soit du pourtour sud méditerranéen. En Afrique, un migrant sur deux va en Afrique. En Russie, l'essentiel des migrants viennent d'Asie centrale et du Sud-Caucase. Dans le Golfe, l'essentiel des migrants vient des pays voisins, notamment la rive sud de la Méditerranée, mais aussi le sous-continent indien. Et en Asie du Sud-Est, l'essentiel des migrants vient d'Asie du Sud-Est. Donc le phénomène de régionalisation s'est plutôt accentué ces 25 dernières années. Autre élément de tendance, les migrants sont des gens rationnels. Donc si on regarde les causes de ces migrations, il y a des phénomènes d'abord d'inégalité du développement humain. C'est un chiffre que l'on peut quantifier, qui a été proposé par le prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui croise 3 variables: l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Et si on croise ces 3 critères de façon quantifiée, on a cette carte qui montre la situation de l'Afrique subsaharienne par rapport au reste du monde, du Pakistan, du Bangladesh, de l'Indonésie, de quelques autres régions qui sont des régions essentiellement de migration. Autre caractéristique, parmi les facteurs du départ, la démographie. La démographie avec d'un côté le vieillissement d'une partie de la planète et de l'autre, soit des régions qui sont en jaune foncé sur la carte ou clair, qui sont en situation de transition démographique, c'est-à-dire qu'en une génération, on est passé de familles dites traditionnelles, 6, 7 enfants ou plus, à des familles de 2 à 3 enfants. C'est le cas de l'ensemble du pourtour méditerranéen, à l'exception des Palestiniens, et c'est le cas aussi de beaucoup de pays d'islam. Contrairement à une idée répandue, l'islamisation d'un certain nombre de pays de culture musulmane n'a pas eu d'impact sur les comportements démographiques. Et donc, on a cette transition démographique qui caractérise beaucoup de nos voisins du Sud. En revanche, cette transition n'existe pas pour l'instant en Afrique subsaharienne et les démographes prévoient environ 2 milliards d'Africains à l'intérieur du continent africain, donc à la fin de ce siècle. Donc c'est un phénomène qui est parmi les perspectives de ces phénomènes migratoires. Autre facteur, les riches et les pauvres. Les migrations sont également rationnelles pour atténuer les grandes lignes de fracture du monde. La Méditerranée, la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et plus encore d'ailleurs entre l'Amérique centrale et le Mexique, entre l'Europe des 28 et ses voisins européens ou pas, entre les pays d'accueil d'Asie, comme le Japon, la Corée du Sud, Singapour, etc., et puis les pays de départ de ces migrations. Donc chaque fois qu'on a des lignes de fracture entre le riche et les pauvres, on a de la migration. Et c'est encore accentué par la question des médias. Aujourd'hui, les migrants viennent de pays qui sont de plus en plus raccordés en termes Internet, télévision, téléphone portable, etc. Et cette information fait que la migration est une option. Pour beaucoup de jeunes, c'est une option de vie, quand chez soi, on considère qu'il n'y a pas d'espoir, pour des raisons politiques ou économiques ou mixtes. Et donc, ils n'acceptent plus la fatalité qui a été acceptée par leurs parents et grands-parents, qui consiste à attendre que les choses s'améliorent chez soi. Ils se disent à l'échelon d'une vie, si je ne pars pas,
je suis déjà mort ici. Quand on leur dit vous prenez des risques en traversant la Méditerranée, ils disent chez moi je suis déjà mort. Donc il y a tout un espoir qui est lié à la migration, qui est lié à l'information, mais aussi qui est lié à l'offre de voyage. L'offre de voyage est très importante, comme vous le voyez là. Plus les frontières sont fermées, plus le trafic prospère, notamment autour de la Méditerranée, mais pas seulement. Aujourd'hui, il y a une économie du voyage mafieuse très importante qui est à la mesure de l'obligation d'avoir des visas. Si on ne peut pas avoir de visa, si on n'entre pas dans les catégories difficiles pour lesquelles on peut obtenir un visa, eh bien on fait appel à des passeurs. Et ces passeurs, on les trouve en Libye, on les trouve en Turquie, en Égypte et beaucoup plus loin, en Asie, etc., si le voyage est au très long cours. Autre facteur de départ, les réfugiés, les crises politiques. Et ce qu'on voit aussi sur la carte, même si elle a beaucoup changé, c'est que beaucoup de pays qui produisent des réfugiés, tour à tour, en accueillent. Parmi les pays qui en ont le plus accueilli depuis ces 25 dernières années, on a l'Iran et le Pakistan. Aussi la Syrie, mais surtout l'Iran et le Pakistan, qui ont été des grands pays d'accueil de la crise irakienne et afghane, par exemple. En Afrique, un pays comme le Tchad a accueilli beaucoup des réfugiés de la Corne de l'Afrique, par exemple. L'Europe, elle aussi, accueille. Comme on le voit, on va en reparler, puisque c'est une grande destination pour la demande d'asile également. Mais il faut voir aussi que les 2/3 des demandeurs d'asile vont au sud de la planète et pas du tout vers l'Europe. Donc les crises, et puis aussi la mode de la mobilité. Tout à l'heure, c'était un peu suggéré dans l'introduction, la mobilité fait partie de la modernité aujourd'hui. On dit même que la mobilité est un facteur de développement humain, etc. Et avec, il y a le tourisme international. Un certain nombre de migrants sont d'anciens touristes internationaux, soit parce qu'ils sont sciemment entrés comme touristes en sachant qu'ils allaient prolonger leur séjour. La plupart des migrants en situation irrégulière sont des gens qui sont entrés légalement sur nos territoires, soit parce qu'ils ont décidé, après une expérience touristique, de s'installer plus durablement dans tel ou tel pays. Notamment, c'est le cas des seniors au soleil qui s'installent plus au sud parce qu'ils peuvent vivre dans de meilleures conditions en termes de prestations, mais aussi de jeunes, par exemple, dans une Europe en crise, du sud de l'Europe, qui vont chercher au nord, après souvent une expérience Erasmus ou une expérience touristique, une façon de trouver un travail à la mesure de leur formation. Donc le tourisme est aussi une incitation à une autre forme de mobilité d'installation. Et puis, donc, le vieillissement donc, est aussi un facteur de migration, puisqu'il y a des tas de métiers du vieillissement qui demandent de la main-d'œuvre. Les métiers du care, par exemple, dont on parle beaucoup en Italie, mais aussi en Espagne, au Portugal, etc. L'agriculture, on ne peut pas faire ce métier-là à 95 ans, ni non plus certains métiers du bâtiment, etc. Donc, plus il y a de vieillissement, plus il y a une demande dans certains secteurs d'activité de nouveaux arrivants. Les morts aux frontières, comme les frontières sont fermées, bien aux portes de l'Europe, on a des milliers de morts. C'est vrai aussi, on en a un peu moins, mais à la frontière américano-mexicaine, qui est une frontière dangereuse, pas seulement à cause du passage de la frontière, mais des cartels de la drogue qui menacent les gens de les tuer s'ils ne payent pas telle ou telle rançon, etc. Donc ces milieux sont truffés de trafics divers. Et dans ces morts en Méditerranée, on a eu à peu près 30 000 morts entre 2000 et 2015 aux portes de l'Europe, surtout victimes des passeurs. C'est-à-dire, mais le passeur, ça peut être aussi bien un copain, si j'ose dire, qui a une barque et qui va vous prêter sa barque, que quelqu'un qui est très organisé, qui achète un vieux cargo destiné à la casse pour lui faire traverser une partie de la Méditerranée, en sachant très bien que
qui vont abandonner le cargo pour ce qui est du passeur, et qu'ensuite les gens vont arriver d'une certaine façon avec un certain nombre de morts, puisqu'on laisse les moteurs, on sait qu'il va se fracasser sur les côtes, qu'il y aura 50 morts, mais que les 700 autres vont pouvoir arriver là où c'était promis. Donc, mais entre les deux, il y a toutes les formes de passage, de trafic, etc. Souvent, d'ailleurs, le voyage peut durer très longtemps, le temps d'accumuler la somme nécessaire pour repayer de nouveaux passeurs, etc. Il y a des voyages qui peuvent durer plus d'1 an ou plusieurs mois, etc. Et puis, quand on ne passe pas par la mer, on passe par la terre. Là, c'est un exemple, puisque c'est le lieu de passage le plus pratiqué aujourd'hui par les demandeurs d'asile, de Turquie vers l'Europe. Tout à l'heure, on a évoqué quelques chiffres. L'Europe a reçu 625 000 demandeurs d'asile pour l'année 2014. Il est vraisemblable qu'elle en ait plus de d'1 million pour l'année 2015. Ces demandeurs d'asile, pour l'instant, viennent pour l'essentiel de Syrie, de Libye, de la Corne de l'Afrique et du Kosovo. Et un petit peu d'Afghanistan, mais plus comme demandeurs d'asile. Et donc la Turquie est aux premières loges, si j'ose dire, comme terre de transit. C'est-à-dire pourquoi il y a eu des négociations récentes avec Ankara et l'Union européenne pour qu'elle accepte de garder chez elle un certain nombre de ces demandeurs d'asile. La difficulté, c'est que la Turquie n'est pas signataire. Elle est signataire de la Convention de Genève, mais pas du protocole qui étend le bénéfice de la possibilité de demander l'asile à des non-européens, qui avait été adopté en 1967. Donc la Turquie est restée à la signature de la demande de la Convention de Genève de 1951, qui est le texte sur l'asile, qui à l'époque limitait à l'Europe les profils de demandeurs d'asile et l'octroi du statut de réfugié. Donc dans les régions où il y a le plus aujourd'hui de demandeurs d'asile dans le monde, la Convention de Genève ne s'applique pas. Et ça, c'est un vrai problème. C'est aussi un des facteurs de la crise. Donc, comme elle ne s'applique pas dans ces régions, ni en Turquie, qui n'applique pas l'extension de la Convention de Genève à des non-européens, ni l'Irak, ni tous ces pays ne sont pas... quand ils ont signé la Convention de Genève, en général, elle n'est pas appliquée. Et donc, le paradoxe, c'est que les grandes régions productrices aujourd'hui, mais aussi d'accueil des demandeurs d'asile, ne sont pas des pays qui, pour l'essentiel, ont signé la Convention de Genève. Et donc, les gens qui ont traversé la Turquie traversent cette frontière, qui est au nord de la Grèce, qui est le long de la rivière Évros, que l'on voit un petit peu. Puis ensuite, on est en pleine campagne, dans des champs d'oliviers. Et la population se connaît de part et d'autre de la frontière, puisque c'est une région où il n'y a pas eu d'échange de population, pour le reste de la Grèce et de la Turquie. Après l'arrivée au pouvoir de Mustafa Kemal, il y a un accord de Lausanne, 1923, qui a dit que les Turcs de Grèce devaient aller en Turquie et que les Grecs de Turquie devaient aller en Grèce. Mais ça ne s'appliquait pas à cette région qui s'appelle la Thrace. Et donc, les Turcs qui étaient là, pour l'essentiel, musulmans, sont restés turcs, musulmans, parlant le turc, mais ils ont eu la nationalité grecque. Donc, ils connaissent très bien leurs voisins de l'autre côté. Et il y a beaucoup d'aide au passage de chaque côté de la frontière. Donc, on est à peu près sur le même territoire. Donc, ensuite, les gens qui sont passés par là, ils essayent d'aller soit vers Athènes, tout à fait au sud du pays, soit ils prennent ce qu'on appelle la route des Balkans. Et ils vont se retrouver ensuite du nord de la Grèce vers la Macédoine. De la Macédoine, ils vont essayer de passer en Serbie. De la Serbie, ils vont essayer de passer en Hongrie. Et on revient sur la question de la fermeture des frontières, dont je dirai un mot tout à l'heure, à l'intérieur de l'Europe. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Je voudrais simplement insister sur le fait qu'aujourd'hui, dans un monde qui bouge, tout le monde ne peut pas bouger. Et les pays les plus pauvres, ceux qui présentent un risque migratoire, ont des ressortissants qui peuvent très difficilement bouger. Donc, si vous êtes britannique ou danois, ce sont les pays qui vous permettent de circuler le plus librement dans le monde, dans 164 pays. Si vous êtes russe, 94. Si vous êtes africain subsaharien,
il y a très peu de pays, peut-être 4 ou 5 ou à peine, où vous pouvez sortir de chez vous, mais surtout entrer quelque part sans visa. Donc là, il y a une des plus grandes inégalités du monde. On dit que le monde du XXIe siècle est celui de la mobilité, mais les 2/3 de la population de la planète ne peuvent pas circuler librement à cause du régime des visas et donc font appel aux passeurs, deviennent en situation irrégulière, prennent des risques très graves, etc. C'est lié à cette très grande inégalité qui est liée au passeport que l'on a, la nationalité que l'on détient et donc l'obligation ou pas de fournir un visa pour circuler. Donc la possibilité de sortir, c'est généralisé. Là aussi, on est dans la contradiction. On a une sorte de généralisation de la possibilité d'avoir un passeport depuis les années 90, la chute du mur de Berlin, la possibilité de sortir de l'ensemble du bloc soviétique, la possibilité de sortir de Chine et de toutes les anciennes démocraties populaires et de quantité d'autres régions dans le monde où les dirigeants ont compris qu'ils avaient plus intérêt à faire sortir leurs ressortissants qu'à les garder chez eux, parce que c'était risqué pour leur stabilité politique. Donc on a eu une sorte de généralisation du droit de sortie, en même temps que le droit d'entrée est devenu de plus en plus difficile, et on est aujourd'hui dans cette immense contradiction. Donc je ne vais pas revenir trop sur tous ces graphiques qui vous ennuieraient, mais simplement pour montrer des phénomènes, des tendances, là, les nord-sud. Aujourd'hui, on a autant de migrants qui vont vers le sud de la planète que de migrants qui vont vers le nord. On a l'impression que tout le monde vient chez nous. Rien de plus faux. On a environ 120 millions de migrants qui vont du sud au nord et du nord au nord. Et le même chiffre, 120 millions de migrants qui vont du sud au sud et du nord au sud. Donc, les nord-sud, là, c'est à l'intérieur de l'Europe, donc c'est plutôt du nord-nord. Mais c'est l'exemple des Anglais qui vont en France, par exemple. Là, ils aiment bien toutes ces régions, comme ici et ailleurs. L'ouest de la France, parce qu'il y a du soleil, il y a de l'espace, il y a des maisons à restaurer, on peut développer quelques activités professionnelles. Donc, il y a des low-cost qui permettent cette mobilité. C'est un phénomène qui s'est généralisé dans beaucoup de villages du sud-ouest de la France. Après, les Français, eux, ils préfèrent plutôt le Maghreb parce qu'ils parlent la langue, notamment le Maroc, éventuellement la Tunisie, l'Algérie aussi, de plus en plus prisée, malgré la crise. Et puis, d'autres vont ailleurs, les Allemands, l'Espagne, etc. Les Anglais aussi vont dans le sud du Portugal. Donc, c'est un phénomène qui s'est beaucoup généralisé. Donc, aussi, à la retraite, certains choisissent la mobilité comme mode de vie. Donc là, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais je voudrais insister sur un autre phénomène de mobilité qui s'est beaucoup, développé en Europe depuis ces dernières années, c'est la mobilité intra-européenne. Entre la liberté de circulation pour les travailleurs européens de 1968, consacrée ensuite par la liberté d'installation et de travail pour l'ensemble des citoyens européens du traité de Maastricht et l'ouverture à l'est de l'Europe à partir de 2004, on est passé de 3% d'Européens qui étaient mobiles à l'intérieur de l'Europe, qui était plus petite qu'aujourd'hui, c'était surtout l'Europe de l'Ouest, à 40% d'Européens qui sont mobiles à l'intérieur de l'Europe. La crise économique a joué aussi, mais c'est surtout les gens de l'Est, mobiles, comme les Polonais et les Roumains, qui ont fait bouger complètement la tendance. Et donc, aujourd'hui, ces personnes sont près de la moitié des gens qui arrivent dans un pays européen sont des gens qui sont des Européens, d'autres pays européens. Et par exemple, on voit que les Polonais sont la première nationalité au Royaume-Uni, la deuxième en Irlande, que les Roumains sont la première nationalité en Italie et en Espagne, et la quatrième en Grèce. Donc, mobilité qui s'est beaucoup développée, y compris à l'intérieur de l'Europe, à cause aussi des questions de crise économique. L'emploi, la crise de l'emploi favorise aussi cette mobilité intra-européenne, du nord au sud et d'est en ouest. Les Roms aussi ont la liberté de circulation quand ils appartiennent à des pays qui font partie de l'Union européenne. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, beaucoup de crises aussi à propos des Roms. Certains ont fait l'objet de politiques de retour alors qu'ils pouvaient repartir ensuite dans les pays européens. Et donc, ils sont 10% de la population en Roumanie et en Bulgarie.
Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voudrais juste montrer que ce phénomène qui donne l'impression d'une Europe, disons, complètement cernée par la migration est une vision partielle du phénomène, puisque beaucoup d'autres régions du monde sont concernées par ces flux et par des spécificités aussi. Par exemple, la frontière entre la Russie et la Chine, là, on est complètement dans une situation géopolitique qui ne ressemble pas à celle de l'Europe, qui est aujourd'hui face à la crise des réfugiés, qui arrivent de différentes régions de la rive sud de la Méditerranée. Pour la Russie, c'est surtout les Chinois. L'essentiel de la migration, pour l'instant, est une migration de l'ex-URSS, Asie centrale, Sud-Caucase, mais la grande peur, si j'ose dire, c'est les Chinois, parce que d'un côté, on a une population vieillissante avec beaucoup de richesses, peu exploitée en Sibérie, de l'autre côté, une population très dense et qui regarde toutes ces richesses et qui, de temps en temps, traverse la frontière pour exploiter le bois, par exemple, faire du commerce, etc. Donc c'est la 4e destination au monde, la Russie. Et la Russie a construit, comme l'Europe d'ailleurs, mais de façon moins élaborée que nous, puisque nous, on a un exemple unique au monde qui est la liberté de circulation, d'installation et de travail des Européens. Comme l'Europe, la Russie a construit un espace en supprimant pour les migrations de courte durée les visas pour permettre la fourniture de la main-d'œuvre à l'intérieur de ce vaste territoire. Au sud, on a beaucoup de transformations brutales qui se sont produites, notamment avec la Libye. La Libye n'est pas un pays de départ. C'est un pays d'immigration parce que c'est un pays peu peuplé qui a des ressources pétrolières et gazières. Et pendant longtemps, la Libye avait fait l'objet d'accords avec les pays voisins comme l'Italie et la France pour maintenir, filtrer les migrations subsahariennes. Depuis la crise qui s'est suivie après les révolutions arabes de 2011, la Libye est dans une situation de chaos, incapable de filtrer les flux migratoires. Donc c'est le lieu des trafics, du passage. Beaucoup de passages aujourd'hui partent de Libye. On a donc des grandes voies migratoires transsahariennes qui se retrouvent là, soit la route de l'Est, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est surtout pour les gens qui viennent de la Corne de l'Afrique ou du Soudan, qui passent par le Niger, donc Agadez, qui ensuite se retrouve en Libye, ou alors la route de l'Ouest, Nouadhibou, donc on traverse donc le Mali, la Mauritanie, soit on va vers le Maroc, soit on va vers la Libye. Donc c'est un lieu tout à fait crucial de passage aujourd'hui pour les migrations irrégulières. Donc l'Afrique, comme vous voyez, il y a beaucoup de points de migration intérieure du continent africain, mais aussi intérieur aux États. Les grandes régions de crise donc, qui ont atteint des sommets mondiaux. 6 millions de personnes ont quitté l'Afghanistan depuis le début de l'invasion soviétique de la fin des années 70. 6 millions de Syriens ont quitté leur domicile, dont 4 millions sont à l'étranger. Également 6 millions de Palestiniens. Donc là aussi, on a des records mondiaux de réfugiés, de personnes déplacées dans toute cette région. Également concernant l'Irak, l'Iran, le Pakistan, qui est plutôt une région d'immigration de travail, etc. C'est une région qui est en pleine mobilité, mais qui est aussi attirée par le Golfe, qui est la troisième, avec des minorités. Le Golfe, qui est la troisième. La Turquie aussi est un pôle très important, comme je vous l'ai expliqué. Et les pays du Golfe sont la troisième région migratoire au monde. Donc là, on est dans le sud-sud et une vision très décentrée de l'Europe, comme je vous l'ai montré. Je voulais aussi donner une idée de situation dont on parle beaucoup aujourd'hui, le Bangladesh, qui est le premier pays menacé par les catastrophes environnementales, à tel point que l'Inde a construit une frontière physique, un mur, entre les deux pays sur 4000 km pour prévenir des arrivées de Bangladeshis, soit pour aller travailler irrégulièrement à Calcutta, soit victimes de catastrophes naturelles. Cette région asiatique est une région très peuplée, mais aussi avec beaucoup de migration. Et selon les contextes, certains pays sont tantôt des pays de départ, tantôt des pays d'accueil, comme par exemple la Malaisie. C'est le cas aussi de
les Philippines sont surtout une terre de départ, puisqu'un Philippin sur 10 vit à l'étranger. La Thaïlande, qui est tantôt une terre de départ, tantôt une terre d'accueil, etc. Donc il y a énormément de mobilité dans toute cette région. Je voulais terminer par évoquer donc bien sûr la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui est la frontière la plus contrôlée mais la plus traversée au monde. Un mur a été entamé en 2006 du temps de Bush, mais là aussi on a un intense trafic autour du passage de la frontière. Et puis l'Amérique latine aujourd'hui qui est en pleine mobilité à cause des flux latino-américains qui vont en Amérique latine, surtout les pays andins qui vont vers le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay ou le nord du pays, et dans un espace migratoire régional très très consommé. Je voulais juste évoquer aussi rapidement l'Australie et la Nouvelle-Zélande, parce que ce sont des pays d'immigration, qui ont une tradition d'immigration, d'installation, et qui aujourd'hui ont tendance à se fermer aux réfugiés en refusant qu'ils arrivent jusqu'à eux, en les parquant dans des îles, en ayant conclu des accords avec l'Indonésie pour qu'elle garde chez elle les arrivants du subcontinent indien. Donc on est dans toute une situation de crise qui ne concerne pas seulement l'Europe. Pour l'avenir, avant d'entamer la question européenne, c'est plusieurs facteurs que j'ai présentés déjà, mais qui vont s'accentuer dans le sens de plus de mobilité, notamment l'urbanisation galopante de la planète. En un siècle, entre 1950 et 2050, le continent africain sera passé de 70% de ruraux à 70% d'urbains, par exemple. Là, on a les 25 villes qui ont plus de 12 millions d'habitants dans le monde. Toutes ne sont pas des méga-villes, des villes globales, comme dit la sociologue Saskia Sassen, mais ce sont des villes souvent cosmopolite, la ville, c'est souvent le point d'arrivée de la migration intérieure et le point de départ de la migration internationale. Autre inquiétude, ces villes se bidonvillisent aussi, mais elles sont aussi situées au bord de la mer. Pour la plupart, ce sont des ports, et donc avec un risque d'envahissement par les eaux dans les parties basses, qui sont souvent peuplées par des migrants et par des pauvres, particulièrement important dans les villes qui appartiennent au sud de la planète. Autre phénomène, c'est cette diversité qui va être un phénomène de plus en plus crucial pour le vivre ensemble dans les régions qui sont concernées par la migration, avec cette résistance précisément, comme ça a été dit au début, des États-nations à accepter ce désordre que constitue la migration par rapport à leur définition de l'identité, par rapport à leur contrôle des frontières, etc. L'immigration vient apporter un désordre dans un monde bien ordonné qui serait celui uniquement gouverné par les États-nations, mais où beaucoup de choses aujourd'hui échappent à la gestion nationale et où quasiment tout circule sauf les hommes, l'information, la finance, toute une série d'échanges dépassent très largement les frontières de l'État-nation, mais en même temps, ça n'est pas accepté par tous. Et puis, les transferts de fonds, 500 milliards de dollars envoyés l'année dernière par les migrants dans leur pays d'origine. C'est plus que 3 fois l'aide publique au développement. Donc, les migrants sont souvent les plus gros contributeurs au développement, de leur pays d'origine, au sens de non pas du développement national, mais du développement local dans les régions de départ. Développement humain aussi, c'est-à-dire que l'argent des migrations, c'est de la consommation, c'est de l'éducation, de la santé, de l'adduction d'eau, etc. Et c'est plutôt ce genre de contribution auquel les migrants sont particulièrement sensibles. Et puis l'environnement, aussi un facteur de mutation des migrations, puisque les experts du climat, comme je vous ai dit, prévoient entre 150 et 200 millions de déplacés environnementaux à l'échelon de la fin de ce siècle. Comme on le voit, la plupart des causes se situent au sud de la planète, pour l'essentiel.
et donc vont occasionner, comme je vous l'ai dit, pour des raisons diverses, des causes qui sont liées soit au changement climatique, soit à d'autres facteurs qui ont toujours existé. Les tremblements de terre, les cyclones, les tornades, etc. Ce sont des phénomènes aussi vieux que le monde, mais d'autres sont plus directement liés au réchauffement climatique, comme l'élévation du niveau des mers, la désertification, la fonte des glaciers, les inondations. Donc, là aussi, ça va être un phénomène de changement important. Je vais revenir à l'Europe, puisque c'est le sujet. C'était juste pour introduire, mais rassurez-vous, je ne vais pas parler autant par la suite, pour introduire le sujet, pour montrer que l'Europe n'est pas du tout la seule destination migratoire au monde. Même si c'est la première en termes de flux annuels légaux d'arrivée, c'est loin d'être la seule région, comme on l'a vu, et presque toutes les régions du monde sont concernées par la migration. Donc c'est un phénomène global. En revanche, la différence de l'Europe avec beaucoup d'autres régions du monde, c'est qu'elle n'est pas un continent qui s'est constitué par l'immigration de peuplement. Pendant très longtemps, l'immigration, c'était un continent de départ. Les migrations étaient blanches, comme dit un historien, Philippe Rigiel. Donc, c'était des Européens qui, forts de leur relative supériorité démographique, sont allés conquérir le monde, coloniser, faire du commerce, peupler des régions peu peuplées. Et donc, les Européens ne se pensent pas comme vivant dans un continent d'immigration, de peuplement. Et ça, c'est la grande différence, ce qui explique l'illégitimité du phénomène migratoire en Europe, à la différence des États-Unis, du Canada, de l'Argentine, de l'Australie, etc. On ne pense pas l'immigration comme faisant partie d'une contribution à la population future. On la pense plutôt comme une réponse de court terme à des pénuries de main-d'œuvre, même si aujourd'hui, en Europe, l'immigration de travail, en termes d'entrée, c'est seulement 15% des entrées. Le gros des entrées, c'est du regroupement familial. Aujourd'hui, c'est de la demande d'asile, c'est les étudiants, mais ce n'est pas du tout la migration de travail, 15% seulement par rapport aux chiffres des années 60 où c'était l'essentiel des entrées. Donc, l'Europe ne se considère pas comme terre d'immigration, même si elle est dépendante de l'immigration pour sa progression démographique. Le seul facteur de croissance démographique de l'Europe aujourd'hui, c'est l'immigration. S'il n'y avait pas d'immigration, l'Europe serait en déclin démographique, et c'est le cas aussi des États-Unis, qui doivent leur progression démographique à l'immigration. Donc, particularité de l'Europe de ce point de vue-là, l'Europe aussi, qui a une autre particularité, c'est que certains pays européens étaient des pays d'émigration, comme l'Europe du Sud, et sont devenus des pays d'immigration. Et donc, il y a eu un changement brutal. Et tout ça s'est produit, en gros, dans les années 1985-90. Donc, beaucoup de changements qui ne sont pas encore acceptés comme tels par les Européens. Alors, si on en vient à notre sujet, l'Europe, donc, tout en étant dépendante de l'immigration, pour des raisons de population et de travail, mais aussi parce qu'elle a conscience que si elle ferme ses frontières complètement à l'immigration, elle se prive de la compétitivité mondiale, de l'inventivité, de toute une série de facteurs qui sont apportés aussi par l'immigration. L'Europe a une politique essentiellement de contrôle des frontières assez sévère depuis les années 90, pour toute une série de raisons qui sont d'abord le fait que au milieu des années 80, quand on a adopté il y a 30 ans les accords de Schengen, eh bien, on est parti de scénarios qui ne se sont jamais produits. Et c'est sur ces scénarios faux qu'est construite la politique migratoire. D'où le fameux décalage entre la réalité des migrations et le système institutionnel qui est censé le gérer. À l'époque, on pensait que c'était la fin de la migration de masse. Or, la crise n'a pas apporté la fin de la migration de masse à partir des années 80. Deuxièmement, on pensait que les migrants allaient être très mobiles à l'intérieur de l'Europe. Comme je vous l'ai expliqué, les migrants ont commencé à être mobiles à partir de 2004, les pays de l'Est. Mais avant, 3% des Européens bougeaient pour travailler à l'intérieur de l'Europe.
On a pensé aussi qu'il y aurait donc dans cette mobilité une substitution des Européens aux migrants non européens que l'on pensait voir partir chez eux. Or, il n'y a pas eu beaucoup de retours et il n'y a pas eu de substitution. Et ça, on est dans le cœur du sujet, puisque aujourd'hui, le marché du travail européen est tellement segmenté que les nouveaux arrivants ne sont en rien concurrents sur le marché du travail avec les nationaux, parce qu'ils prennent en général ce qui reste, les fameux 3D, Dirty, Dangerous, Difficult, et dans ces métiers-là, les Européens sont rarement candidats, y compris dans des métiers très qualifiés, pour lesquels il y a une désertion, comme les médecins de campagne, par exemple, de la population. Donc, rares sont les migrants nouveaux arrivés qui sont sur une concurrence sur le marché du travail. Mais ceci dit, on a construit ce phénomène, le système européen, sur ses croyances, si j'ose dire. Et à l'époque, il y avait un côté très novateur, la libre circulation intérieure des Européens comme partie constitutive de la citoyenneté. Donc la mobilité comme un des attributs essentiels de la citoyenneté, ce qui était très novateur, puisque tout à l'heure, on a vu que l'idéal européen a longtemps été entre 1850 et aujourd'hui l'État-nation, mais que là on a introduit quelque chose de nouveau, c'était l'idée que ce ressortissant de l'État-nation, ce citoyen européen, il avait comme droit essentiel, comme attribut essentiel, la mobilité. Donc il y a un côté novateur. Et puis, de l'autre côté, en équilibre avec cette politique de libre circulation des Européens, la fermeture des frontières extérieures de l'Europe. Et c'est là qu'on est entré au cœur de la difficulté, puisque cette fermeture des frontières, elle s'est faite progressivement par toute une série d'empilements de décisions qui sont plus ou moins coordonnées à partir des années 90. D'abord, dans les années 90, on a commencé par sanctionner les transporteurs, comme on le fait aux États-Unis. On a également mis en place, depuis 86, le système des visas. Les visas de tourisme, 3 mois, ou les visas nationaux de chaque pays européen pour une durée supérieure à 3 mois. On a mis aussi sur pied, à partir des années 2000, des systèmes de contrôle des entrées irrégulières en Méditerranée, par exemple le système CIVE, le système intégré de vigilance externe. On a également mis en place un système informatisé de contrôle des empreintes digitales, des déboutés du droit d'asile, des sans-papiers, des délinquants, le système d'information Schengen partagé entre les pays qui font partie de Schengen. N'en font pas partie, notamment le Royaume-Uni et l'Irlande. Le Danemark participe sans être membre de Schengen. Il y a des pays non européens comme la Norvège ou la Suisse qui ne sont pas dans l'Union européenne mais qui sont dans Schengen. Donc on a un système un petit peu complexe en la matière. Et puis, on a également, depuis, grossi les instruments de contrôle, d'une part en faisant passer la politique d'immigration et d'asile dans le jargon européen du 3e pilier au 1er pilier avec le traité d'Amsterdam, c'est-à-dire c'est une affaire de justice et d'affaires intérieures. La question migratoire, c'est communautarisé, alors qu'avant on était dans l'intergouvernementalité, aujourd'hui on est dans la communautarisation des politiques d'entrée. En revanche, tout ce qui est intégration, c'est l'échelon national ou l'échelon même parfois régional. Donc d'un côté, on a la communautarisation qui fonctionne plus ou moins, on va en parler. De l'autre côté, on a un système qui est dans le régime de la subsidiarité dans le jargon européen. C'est-à-dire autant faire mieux à un échelon inférieur que porter tout au sommet quand on sera incapable de le gérer. C'est-à-dire qu'on gère les questions de vivre ensemble plutôt à l'échelon local, régional ou national. Donc voilà le système tel qu'il s'est progressivement construit. Et c'est dans ce contexte qu'ont été adoptés les accords de Dublin, dont on parle beaucoup sur l'asile, puisque Dublin, c'est une tentative d'harmonisation des politiques européennes de l'asile, dans un contexte qui a beaucoup de mal à se mettre en place, puisque les pays européens n'ont pas garde dans leurs attributs de souveraineté, souvent leur politique étrangère. On a beaucoup de mal à avoir une politique étrangère commune de l'Europe. On en a fait
très douloureusement l'expérience avec l'intervention en Syrie et les attentats du 13 novembre. Chaque pays veut garder, d'une certaine façon, l'un de ces derniers attributs de la souveraineté que la politique étrangère et le contrôle des frontières de son territoire. Et donc, il y a une très grande sensibilité sur cette question. Et comme chaque pays interprète à sa façon tel ou tel conflit, eh bien, il n'y a pas nécessairement toujours la même sensibilité pour donner ou pas l'asile. Là-dessus se greffe le fait que chaque pays européen a ses migrations, son paysage migratoire, ses nationalités, et que si on commence à donner l'asile à quelqu'un qui vient d'un pays où il y a potentiellement beaucoup de gens qui correspondent au même profil et qui peuvent demander l'asile, on sera peut-être plus réticent, même si on respecte la Convention de Genève dans son esprit, la persécution, la crainte fondée de persécution, que le pays voisin, qui a très peu de gens qui viennent de ce pays et qui va plus libéralement donner l'asile. On a vu ça au moment de la crise algérienne de 1995, où le même Algérien, selon qu'il se présentait en France, où il obtenait plutôt une protection temporaire, et au Portugal, où il obtenait le droit d'asile de la Convention de Genève, n'avait pas la même réponse. Donc on est aujourd'hui dans cette configuration, dans un contexte où l'Europe n'a cessé de tenter d'harmoniser le droit d'asile. Donc d'une part, les réponses, ça a été contrôle renforcé des frontières pour les migrants économiques, durcissement des critères du regroupement familial. On a dit qu'il fallait tel ou tel salaire, telle ou telle surface de logement, etc. Donc de plus en plus difficile. Et puis l'asile a été durci, surtout à l'échelon européen, pas tellement par l'harmonisation, mais par des normes qui ont été progressivement produites et surtout appliquées d'un pays européen à l'autre. Par exemple, la notion de pays sûr, d'où on ne peut pas demander l'asile. La notion de pays tiers sûr, un pays qu'on a traversé, mais et qui permet de dire vous étiez bien protégé là-bas, pourquoi êtes-vous venu? Donc on ne vous donne pas l'asile. La notion de demande manifestement infondée, là aussi. Et puis quelques autres considérations de politique étrangère, comme je vous l'ai indiqué. Le fait aussi que des pays européens sont intervenus dans certains pays en crise grave, et donc finalement sont un peu jugés partis. C'est-à-dire que le ministère aujourd'hui, Affaires étrangères et intérieures, qui gère l'OFPRA, va examiner si la situation dans telle région de départ était sûre, en sachant quand même que cette sécurité était assurée par nos nationaux dans des opérations de maintien de la paix dans telle ou telle région. Donc là, on arrive dans des zones un peu complexes, presque troubles, si j'ose dire, mais tout ça, ça pèse sur la réticence des pays européens à harmoniser l'asile et à des cultures de l'asile très différentes. Comme Mme Merkel, au début du mois de septembre, a dit qu'elle était prête à accueillir 800 000 demandeurs d'asile en Allemagne, cette disposition s'inscrit dans une tradition allemande très forte de l'asile depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a accueilli les 3/4 des demandeurs d'asile de l'Europe depuis la loi fondamentale de 1949 et au moment de la chute du mur de Berlin, l'Allemagne accueillait 438 000 demandes d'asile en 1992 sur un total européen qui était autour de 500 000 demandes d'asile annuelles. Donc en Europe, il y a une tradition allemande qui, de très loin, est le pays qui a accueilli le plus de demandeurs d'asile. Il y a une certaine continuité entre cette tradition, si j'ose dire, et puis la politique actuelle pratiquée par l'Allemagne. Autre point, les pays européens, voyant qu'il y avait des inégalités dans le nombre de demandeurs d'asile qui sonnaient à leur porte, ont voulu, là aussi, redéployer entre tous les pays européens la demande d'asile. Et c'était surtout à l'initiative de l'Allemagne et de l'Autriche, donc les accords de Schengen, qui dit qu'une fois on est solidaire dans la demande d'asile, si on a été accepté, on est accepté pour tous les pays européens, si on est refusé, c'est pour tous les pays européens, bien que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tout à fait la même réponse que l'on peut avoir au départ, selon le pays auquel on s'adresse, pas non plus les mêmes prestations sociales, selon qu'on est accueilli en Suède ou en Grèce, par exemple. Mais l'idée, c'était une certaine solidarité, les accords de Dublin. Puis ensuite, les pays européens qui recevaient beaucoup de demandes d'asile se sont dit on va redéployer tout ça
et donc on va changer un peu les règles du jeu, c'est-à-dire on va faire en sorte que ce soit le premier pays où arrive, et on est en plein dans cette réalité, où arrive la personne qui est obligatoirement le pays qui examine la demande d'asile. Et là, on est arrivé, c'est ce qu'on appelle Dublin 2, dans le jargon européen, 2003, dans une grande complexité, puisque les migrants demandeurs d'asile ne veulent pas nécessairement être traités comme demandeurs d'asile et rester sur tel pays où ils ont mis le pied. Ils ne veulent pas tous rester en Grèce, où il y a 1% de gens qui obtiennent l'asile et où il y a des possibilités de travail limitées, surtout s'ils ont de la famille et des réseaux de travail dans d'autres pays. On en arrive à Calais, le système de l'exaspération du système de Dublin, si j'ose dire, c'est Calais. Calais, à la fois des migrants qui arrivent là mais qui ne veulent pas demander l'asile en France, mais aussi qui sont bloqués par le fait qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a des pays qui sont signataires des accords de Schengen, donc le contrôle extérieur des frontières, et puis des pays qui n'en font pas partie, qui ont choisi de ne pas en faire partie, de contrôler leurs propres frontières. Donc là, on est aussi dans une des difficultés européennes. On essaye d'harmoniser, mais il y a beaucoup de régimes particuliers. Les pays qui sont dans ceci, dans cela. On a l'Europe du Nord où il y a la liberté de circulation, le marché nordique du travail. On a des pays qui peuvent choisir le moment où ils vont adhérer à tel accord, l'opting out, etc. Donc on est dans une mosaïque complexe qui rend complexe l'harmonisation et notamment l'harmonisation de l'asile, l'acte unique européen, la disposition, le pacte européen sur l'immigration et l'asile de 2008 prévoyait en point 4, il y en avait 5, l'harmonisation de l'asile. On n'y est toujours pas. Il y a eu un acte européen de 2012 qui insiste sur la nécessité d'harmoniser le droit d'asile. On n'y est toujours pas. Donc l'Europe a beaucoup de mal à avoir une politique migratoire cohérente en termes d'asile, mais aussi en termes de contrôle des frontières, puisque ce contrôle, il se fait surtout sur les frontières extérieures de l'Europe. C'est là que sont arrivés l'essentiel des sans-papiers, les îles de la Méditerranée, Lampedusa, les îles grecques, notamment les îles du Dodécanèse, Kos, Samos, Lesbos, etc., Rhodes, des petites îles, des îles-pays comme Malte, Chypre, qui ont des moyens limités, qui vivent à la fois du tourisme et qui en même temps doivent accueillir les sans-papiers. Donc dans une contradiction très difficile à gérer, dans l'indifférence souvent totale ou partielle de la plupart des autres pays européens. C'est d'ailleurs faisant ce constat que l'Italie, en 2013, avec 366 morts aux portes de Lampedusa, a décidé de monter Mare Nostrum. Mare Nostrum, c'est une initiative italienne de sauvetage, parce que Frontex, à l'époque, qui est un instrument qui a été créé en 2004 pour harmoniser les soutiens policiers pour le contrôle des frontières aux portes de l'Europe, a dit que sa mission, c'était surtout le contrôle et pas exclusivement le sauvetage. Et donc l'Italie a décidé, suite d'ailleurs aux déclarations du pape qui est allé à Lampedusa, de monter Mare Nostrum, qui en un an a sauvé plus de personnes que Frontex, bien sûr, avec un budget qui était à peu près le même que celui de Frontex. Donc une crise de l'européanisation, une crise de solidarité entre les pays européens, et plus récemment, une crise aussi de la stratégie de dissuasion. L'essentiel de la politique européenne depuis ces 25 dernières années, ça a été une tentative de stratégie de dissuasion avec le durcissement de tous les instruments d'entrée. Je vous ai dit le regroupement familial qui est l'essentiel des entrées aujourd'hui, de plus en plus difficile avec des critères très difficiles pour être non-européen et entrer sur le marché du travail européen. Il ne faut pas qu'il y ait un Européen qui soit candidat, ce qu'on appelle la préférence européenne à l'emploi, un durcissement de l'asile, et donc toute une série d'éléments qui ont durci l'entrée dans l'Union européenne, et en même temps avec l'idée que plus on dissuadait, moins les gens entreraient. Et on s'est aperçu que c'était là encore faux. Autre scénario qui ne s'est pas produit, la dissuasion. La dissuasion, la migration progresse de façon lente et continue.
malgré l'ensemble de l'arsenal de dissuasion aux portes de l'Europe. C'est pas seulement d'ailleurs tous ces instruments, c'est des murs physiques à Ceuta, Melilla, qui sont les enclaves espagnoles au Maroc, c'est des barbelés le long des frontières extérieures de l'Europe, comme par exemple aujourd'hui entre la Hongrie et la Serbie, mais aussi la frontière gréco-turque, etc. C'est toute une série de moyens physiques de contrôle et puis aussi des contrôles à distance. C'est-à-dire que l'Europe essaye de se prémunir en déplaçant la frontière, en externalisant la frontière, en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les pays qui sont aux portes de l'Europe. Et c'est ce qu'on fait aussi pour l'asile. On a parlé dans le dispositif récent des hotspots, c'est-à-dire l'idée de parquer ou de tenir à distance les gens dans des camps qui seraient financés par l'Europe pour ne pas qu'ils entrent jusqu'en Europe. Et puis il y a eu toute la négociation récente avec la Turquie en disant on va vous payer pour que vous mainteniez chez eux les demandeurs d'asile qui se proposent de venir en Europe. La Turquie a accueilli 2,2 millions de Syriens depuis la crise syrienne, donc sur les 4 millions qui sont sortis de chez eux. Et la Turquie donc fait l'objet de négociations très fortes sur précisément la gestion des flux migratoires tout court, mais aussi des flux de demandeurs d'asile. Des pays comme la Libye s'étaient refait une virginité sur la scène internationale jusqu'à la crise de 2011 en étant les filtres de l'immigration vers l'Europe, avec des cadeaux en contrepartie, notamment promesses d'autoroutes italiennes entre l'Égypte et la Tunisie, etc. D'autres demandaient des visas pour les qualifier, comme le Maroc ou le Sénégal. Donc non seulement il y avait les instruments européens, mais les États n'étant pas très confiants dans l'efficacité de ce système européen, ont préféré finalement redevenir souverains et conclure des accords bilatéraux aux portes extérieures de l'Europe. Et certains pays font l'objet de négociations très dures, comme le Maroc. On leur demande de signer des accords de réadmission, pas seulement avec leurs nationaux qui seraient sans papier qu'on reconduirait, mais aussi l'ensemble des gens qui sont passés par le Maroc, qui sont dans l'ensemble du territoire européen, ce à quoi se refusent pour l'instant dans une partie de bras de fer le Maroc, la Turquie, la Tunisie et quelques autres pays qui sont aux portes de l'Europe. Alors, dans ce contexte-là, on est donc dans une crise diverse, mais aussi une crise du partage, puisque quand M. Juncker a proposé entre mai et juin 2015 aux pays européens de se partager 40 000 demandeurs d'asile syriens pour les 28 pays de l'Union, c'est-à-dire 504 millions d'habitants, il y a eu un niet absolu. Chaque pays européen en disant « nous, on est souverain, on ne va pas se laisser imposer des quotas de la part de l'Union européenne nous pratiquons déjà le droit d'asile ». C'était la réponse de la France, de l'Italie, etc. Crise de l'asile cet été. Il y a eu 3000 morts en Méditerranée depuis le 1er janvier 2015, il ne faut pas l'oublier, des arrivées massives sur les îles de la Méditerranée. Et donc, M. Juncker, président de la Commission européenne, est revenu parler aux pays européens en disant cette fois-ci, ce n'est pas 40 000, c'est 160 000 demandeurs d'asile que les pays devront accepter. Et c'est une mesure qui sera permanente et obligatoire. Et là-dessus, l'Allemagne avait déjà fait sa déclaration de 800 000. Donc la France a dit oui, nous on va en prendre, on nous a proposé 30 000. On a habituellement en France 60 000 demandeurs d'asile annuels depuis ces 3-4 dernières années. La France étant avec l'Allemagne, l'Angleterre et la Suède dans le peloton de tête de l'accueil des demandeurs d'asile. Et donc, on était dans cette configuration. Certains pays d'Europe de l'Est, comme notamment la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, ont dit, nous, pas question,
on n'est pas dans cette culture de la diversité, on ne faisait pas partie de l'Europe au moment où tout ça s'est développé. On veut essayer on a déjà des problèmes économiques, on veut rester entre nous, enfin ils ne le disent pas comme ça, mais on veut préserver une certaine homogénéité de la population dans nos pays, et donc on ne veut pas d'une mesure obligatoire et permanente pour l'accueil des demandeurs d'asile. Donc on en est là, avec des pays qui ont commencé de façon unilatérale de fermer leurs frontières, avec la Serbie qui est une frontière extérieure de l'Europe, mais aussi entre eux. Il y a des pays, la Bulgarie, la Macédoine a fermé ses frontières, elle ne fait pas partie de l'Union européenne. D'autres ont décidé de le faire aussi. Donc on est dans une fracture Est-Ouest qui s'est construite sur la question de l'asile. Et je terminerai en disant que donc l'Europe aujourd'hui, qui est confrontée à cette crise des réfugiés, a été encore plus questionnée avec le terrorisme. Est-ce qu'il faut continuer à accueillir les réfugiés et à ouvrir ses frontières de façon très limitée, mais de façon légale à ceux qui ont le droit d'entrer dans ce contexte du terrorisme? J'aurais tendance à dire oui, parce qu'il faut continuer à appliquer les principes fondateurs de l'Union européenne, qui sont la solidarité, le respect des droits de l'homme, le respect du droit d'asile. Et la plupart des gens qui demandent à entrer dans l'Europe sont des gens qui voient l'Europe comme cela, qui cherchent la paix, le respect des droits. Donc, et le terrorisme, contrôler les frontières, c'est un métier, mais lutter contre le terrorisme, c'est un autre métier. Même si il y a eu une carte ou deux de syrienne qui a été trouvée sur les lieux des massacres du 13 novembre, c'est pas une raison pour que on ferme la politique de l'asile qui avait été difficilement, disons, entrouverte depuis le mois de septembre. Donc, et jamais on a trouvé un terroriste à travers la lutte contre l'immigration clandestine. Les organisateurs du terrorisme ne prendront jamais le risque, même si un ou deux ont peut-être profité de l'opportunité d'entrer, mais jamais ils n'obtiendront ou ils n'ont obtenu le droit d'asile. Il faut quand même garder ça en tête, puisque on est très vigilant, malgré une procédure accélérée dont font partie les Syriens aujourd'hui, ce qu'on appelle prima facie. On est très vigilant sur le discours des gens, sur les discours douteux. On ne donne pas l'asile facilement, loin de là. Mais c'est une chose. Et jamais une organisation terroriste ne prendra le risque de faire entrer irrégulièrement un des acteurs de tel ou tel futur massacre, parce que ce serait la façon d'attirer l'attention sur lui. Donc la plupart des terroristes sont des gens qui sont des nationaux qui opèrent, souvent issus de l'immigration, qui opèrent dans le pays choisi ou qui sont entrés tout à fait légalement dans ce pays, mais jamais par les voies de la clandestinité ou de telle ou telle procédure qui les ferait repérer. Donc ça, c'est quand même deux choses extrêmement différentes. Donc j'aurais tendance à dire, ne confondons pas les choses et restons dans l'actualité qui est l'Europe confrontée pas tellement à des flux nouveaux d'autres catégories, mais à des flux de demandeurs d'asile. C'est une crise qui va durer. Personne ne pensait que la crise syrienne, qui est un effet des révolutions arabes, qui a produit d'ailleurs dans le passé peu de nouvelles migrations, allait durer. Et donc, on est dans ce contexte-là. Et l'Europe a beaucoup de mal à montrer ses valeurs à travers l'accueil des nouveaux arrivants. Crise de solidarité, crise de la stratégie de dissuasion, crise également de l'application de la Convention de Genève dans un certain nombre de pays et essentiellement donc difficulté des pays européens à se considérer comme pays d'immigration. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est, avec un système institutionnel qui est particulièrement inadapté à la réalité, particulièrement inadapté parce que on est dans un contexte très frileux de gestion des flux migratoires qui ne fonctionne pas. On a des millions de sans-papiers en Europe, plusieurs millions de sans-papiers, environ 5 millions de sans-papiers, et on est dans un contexte qui a été pensé il y a 30 ans sur des scénarios qui n'ont pas eu lieu. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un tel décalage entre la réalité des flux et le système institutionnel qui est censé le gérer. Je vais peut-être terminer là-dessus pour qu'on arrive au débat. Bien, merci, chers collègues, donc pour cette
ce brillant exposé, effectivement, qui nous invite à fonder nos appréciations, notre diagnostic de la situation davantage sur la raison, comme je le disais tout à l'heure, que sur l'émotion ou que sur les réflexes de peur irrationnelle que l'actualité est incitée à provoquer chez nous. Alors, mon statut d'animateur, entre guillemets, de ce soir me confère le privilège de vous poser la première question avant de donner la parole à la salle. Je voudrais simplement vous poser une question d'ordre très général à laquelle il est peut-être difficile de répondre, puisque là, avec cette question, on sort un petit peu de considérations très techniques et très scientifiques que vous avez avancées à l'appui de vos propos. J'avais lu il y a quelques années un essai de Régis Debray qui s'appelait L'éloge de la frontière, dans lequel il disait que si on ouvre les frontières de façon inconsidérée, absolue, on risque de faire advenir un monde dans lequel il n'y aurait que des différences individuelles et plus du tout de différences culturelles, communautaires, ethniques. Et ce qu'il craignait à terme, c'est l'avènement d'un monde paradoxalement déshumanisé, un peu insipide, incolore, à l'image un peu de celui qu'avait fantasmé Aldous Huxley dans son roman Le meilleur des mondes. Alors, ce que je voudrais savoir, si l'option que vous préconisez fréquemment, à la fois dans vos... Voilà, est-ce que ouvrir davantage les frontières ne contient pas ce risque-là ? Alors, d'une part, je ne dis pas qu'il faut ouvrir toutes les frontières tout de suite, ni demain, mais qu'il faut ouvrir davantage les frontières. Et ça, je le soutiens depuis très longtemps. J'avais fait un premier livre sur ce sujet en 1999 et qui a été réécrit en 2014. Et je soutiens toujours, malgré la crise, malgré tout ce qui s'est passé, comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs, la nécessité d'ouvrir davantage les frontières, parce que la fermeture des frontières, déjà la migration à l'échelle des États européens, c'est pas beaucoup. Hein, en France, c'est 6,5% de la population, etc. Donc, on n'est pas dans des proportions considérables et la migration du futur ne sera pas nécessairement massive parce que y a des pays dont la population décline, il y a des facteurs qui disparaissent, etc. Donc, il faut garder raison. Mais simplement pour dire que la fermeture des frontières a des effets pervers. Notamment le fait qu'on encourage d'une certaine façon, c'est comme la prohibition de l'alcool dans les États-Unis des années 30 qui ont vu se développer la mafia. Plus on ferme les frontières, plus on a... Et moi, mon métier, c'est aussi de lire des thèses, des mémoires d'étudiants, de leur faire du travail de terrain. Il y a des situations invraisemblables qui sont liées à la fermeture des frontières. Quand je vous le dis invraisemblable, c'est vrai. Des gens qui... les mariages blancs, les gens contournent la prostitution, le trafic, toute une série de situations très, très difficiles où les gens bloquent 10 ans de leur vie simplement à essayer de passer la frontière et de régulariser leurs papiers. Donc c'est un gâchis humain total, mais c'est aussi un gâchis économique, parce que pendant ce temps-là, ils travaillent dans des tout petits boulots, très mal payés, etc. Donc plus on maintient les gens dans une situation, je dirais pas d'esclavage, mais de dépendance et de très grande précarité, plus on revient, je dirais pas à la société romaine, mais enfin à un monde quand même étonnant. On se dit aujourd'hui, on est dans un monde, on est au XXIe siècle. Il y a encore des gens qui, parce qu'ils ont pas ils viennent de tel pays, ils peuvent pas travailler comme les autres, ils peuvent pas traverser les frontières comme les autres, etc. Donc ça, c'est une anomalie grave, si j'ose dire, et ça crée des quantités de trafic. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, si les frontières sont fermées, on constate que plus elles sont fermées, plus les gens, s'ils arrivent à passer, vont se sédentariser parce qu'ils ne peuvent plus faire des allers-retours. Donc on a une sédentarisation aléatoire de gens en situation précaire qui sont liés à la fermeture des frontières, alors qu'avant, ils faisaient des allers-retours. Et alors que quand on les ouvre, on l'a vu à l'Est, plus ils circulent. Et l'aspiration de la plupart des gens aujourd'hui, c'est d'aller et venir pour tirer parti des opportunités de travail selon les périodes, repartir chez eux, revenir. C'est ce que font les gens de l'Est. Donc ça a été une sorte
d'observation, si j'ose dire, de tout tous les bénéfices de l'ouverture des frontières. Et s'ils peuvent circuler davantage, eh bien, ils vont maximiser leur présence sur le marché du travail et les opportunités qui se présentent. Ensuite, fermer les frontières également, ça a beaucoup de risques en termes de tous ces systèmes de contrôle. Il y a beaucoup de morts quand même, hein. Je vous disais 30 000 morts entre 2000 et 2015. Jusqu'à combien de morts il faudra pour qu'on comprenne qu'il faut peut-être avoir un autre système de contrôle des migrations que la fermeture des frontières. Donc là, on est dans un système quand même tout à fait inquiétant. Sans parler du bénéfice économique de l'ouverture. Tous les travaux depuis, pas depuis hier, depuis 1975-76, la première datait de 76, montrent que l'avantage économique de l'immigration est supérieur à son coût. Et aujourd'hui encore, il y a des études qui ont été faites par des gens de l'université de Lille, Chodnicki, qui montrent la même chose. Parce que le migrant, il n'arrive pas à 0 ans, mais il arrive à 25 ans, il a été élevé, etc. En général, il est relativement jeune, donc il est moins souvent dans des frais hospitaliers très coûteux que celui qui a 95 ans, etc. Toutes sortes de raisons qui font que l'immigration rapporte. Elle rapporte économiquement aux migrants, mais aussi aux pays de départ, les transferts de fonds au pays d'accueil. Donc le bénéfice de l'ouverture est avéré, si j'ose dire. Mais on est dans une politique de frilosité. Et ce que je voudrais dire, ce que j'ai peut-être pas eu le temps de dire, mais j'en profite pour le dire, c'est qu'on est dans une politique qui n'est pas faite. Les politiques publiques nationales ne sont pas faites pour faire une bonne politique d'immigration. Elles sont faites pour rassurer l'opinion publique. Donc il s'agit de faire du court terme, de théâtraliser le contrôle et en fait de donner des réponses, disons, rapides à des effets d'opinion publique, au sondage, beaucoup plus qu'avoir une vision rationnelle de la gestion des migrations. Et on est dans ce cas de figure-là aujourd'hui dans beaucoup de pays européens à cause de la montée des extrêmes droites. Très bien. Et si l'on levait toutes les barrières frontalière, il n'y aurait pas davantage finalement de migration. D'une part, les gens bougent peu finalement. Oui. On peut s'étonner que dans un monde avec autant d'inégalités, autant de crises que je vous ai présentées, il n'y ait que 3,2% de la population mondiale qui bouge, parce que les gens préfèrent toujours rester chez eux à partir. Donc c'est les plus aventureux qui partent, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des réseaux, etc. D'une part. D'autre part, les gens préfèrent ne pas aller très loin, parce que c'est quand même moins coûteux à tous égards d'aller pas trop loin. Et toutes les dissuasions, en revanche, n'ont pas eu un effet considérable. Donc ça coûte très cher aux contribuables, le contrôle des frontières, et reconduction aussi, pour un résultat que l'on peut mesurer depuis 25 ans, qui est quand même assez plus que modeste, si j'ose dire. Bien, alors si la salle veut bien... Quelqu'un dans la salle veut bien intervenir. Ouais. Vous n'avez pas du tout parlé de religion. Et moi qui suis républicain, je conçois qu'on ouvre nos frontières à tous ces gens qui veulent venir en France. Ou en France ou ailleurs. Hein. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand même, il y a un problème de compatibilité entre la religion musulmane et les principes de la République. Non, je voudrais juste dire, d'une part, j'ai pas dit qu'il fallait ouvrir toutes les frontières tout de suite, j'ai déjà dit, je le redis, parce qu'il faut quand même que ce soit très clair, mais je dis qu'il faut ouvrir davantage les frontières pour qu'il y ait moins de trafic et moins d'immigration irrégulière. Il y a par exemple des besoins de main-d'œuvre très précis en Europe dans toute une série de secteurs, on devrait ouvrir beaucoup plus dans ces métiers, par exemple, qualifiés, peu qualifiés, très qualifiés, qu'on ne le fait aujourd'hui. On devrait permettre à beaucoup plus de gens d'avoir des visas entrées multiples, on devrait permettre de façon générale aux étudiants de pouvoir entrer sur le marché du travail européen sans trop de difficultés, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. On devrait donc, et les migrants eux-mêmes contournent très bien ça parce qu'ils décident finalement de prendre la double nationalité, et il y a toute une série de stratégies de contournement qui expliquent leur comportement compte tenu de la fermeture des frontières. Donc je dis qu'il faudrait opérer sur toutes les possibilités pour ouvrir davantage à plus de catégories de gens. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je dis qu'il faudrait considérer au XXIe siècle que
que le droit de migrer, le droit à la mobilité est un droit de l'homme et que le principe c'est le droit à la mobilité, mais que les pays, respectant leur souveraineté sur la scène internationale, peuvent l'interdire, le limiter, etc. Si on inversait déjà cette logique, on aurait beaucoup progressé dans la légitimité du phénomène migratoire. Et ce que je dis en numéro 3, c'est qu'il y a une tentative qui a été évoquée tout à l'heure de gouvernance globale des migrations, c'est-à-dire que, comme on le fait pour le climat en ce moment, que toutes les parties prenantes qui ont quelque chose à voir avec la migration, état de départ, d'accueil, ONG, associations diverses, puissent ensemble, disons, dialoguer, y compris les employeurs, les syndicats, etc., pour qu'on ait des normes qui s'imposent aux États pour éviter les effets pervers les plus cruciaux concernant la gestion des phénomènes migratoires. Il y a certaines politiques de développement qui ont pour impact de créer de la migration, par exemple, ce qu'on ne voit pas d'ici, mais à l'échelle de l'interdépendance du monde, qui sont particulièrement importants. Donc éviter toute une série de phénomènes. Si on va faire la guerre en Irak, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, eh bien, on ait des millions d'Irakiens qui viennent hors de leurs frontières chercher asile. En Afghanistan, je vous ai dit, 6 millions de personnes ont quitté l'Afghanistan. Donc il y a des tas de phénomènes d'interdépendance qui ont des conséquences essentielles pour la migration. Or, à l'échelle mondiale, elle n'est pas vue, cette interdépendance, parce que chacun raisonne en silo. Il y a des gens qui s'occupent de migration, il y a ceux qui s'occupent de faire la guerre, il y a ceux qui s'occupent de faire du développement, etc. Et il y a une interdépendance extrêmement importante entre ces phénomènes qui ont un impact sur la migration. Il n'y a pas que l'environnement et que la pauvreté ou le chômage qui créent de la migration. Donc je voulais insister là-dessus parce que c'est 3 points qui me paraissent essentiels. Pour répondre à votre question, certes, il y a des formes de... J'ai travaillé longtemps sur les populations de culture musulmane avec un de mes collègues décédé qui s'appelait Rémi Levaux, qui était un spécialiste des pays du Proche-Orient et notamment du Maroc également. Et dans tous les travaux de terrain qu'on a pu faire en la matière, ce qui apparaissait, c'est que d'une part, il y avait de plus en plus de gens qui se revendiquaient comme nationaux d'un pays européen, citoyens et musulmans. Donc la majorité, l'écrasante majorité de ces gens qui sont issus de l'immigration veulent être à la fois citoyens et musulmans. Ça, c'est l'écrasante majorité. À la marge, il y en a qui considèrent pour des raisons diverses qu'ils n'ont pas leur place dans les pays d'accueil, qui se sont trouvés, qui ont inventé d'une certaine façon une façon de vivre dans l'islamisme radical, parfois fondamentaliste, et en lisant le Coran à la lettre, comme si on était à l'époque du prophète et non pas au XXIe siècle. C'est un phénomène qui a été parfois d'ailleurs aussi téléguidé par certains pays du Golfe qui financent une partie des associations musulmanes en France et dans les pays européens, surtout avec la séparation de l'Église et de l'État, puisque l'État ne peut pas subventionner les cultes, donc il y en a d'autres qui le font, ce qui pose problème. Donc là, effectivement, il y a problème, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les flux migratoires. La plupart des gens, ce sont des gens qui sont sur le territoire, comme je l'ai dit, qui sont de plus en plus des citoyens des pays d'accueil et qui, dans une mouvance générale de radicalisation, sont entrés dans ce mode de pensée qui, parfois, conduit au terrorisme. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas le cas de la plupart des gens de culture musulmane. Il faut quand même insister là-dessus. Beaucoup se vivent dans une négociation qui leur est propre, chacun, entre la citoyenneté et l'islam, et les cas d'incompatibilité sont quand même relativement rares. Dans l'ensemble, dans les populations issues de l'immigration qu'on appelle, qu'on définit en parcours d'intégration. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que les gens n'aient pas envie de s'affirmer comme musulmans tout en étant nationaux. Ils peuvent dire moi, je veux qu'on me respecte dans ma religion, puisque voilà, je suis ici et je veux vivre dans ma religion. Ce qui a beaucoup développé cette tendance, c'est le fait que les gens aient pris conscience qu'ils allaient rester ici,
tant que l'immigration est une immigration de courte durée, les gens considéraient que l'islam, ce serait pour plus tard, à l'âge de la majorité, enfin, si j'ose dire, à 40 ans pour beaucoup de musulmans. À partir du moment où ils se sont rendus compte qu'ils allaient rester ici, que leurs enfants resteraient ici, qu'ils auraient la nationalité du pays d'accueil, ils se sont revendiqués comme voulant être à la fois nationaux et musulmans. Et c'est le cas dans la plupart des pays d'immigration européens, et ailleurs aussi d'ailleurs. Vous m'entendez? Oui. Moi, ce que je voulais vous répondre, c'est que déjà, on est juste au bord de la mondialisation, c'est-à-dire d'être citoyen du monde. Et là, on s'aperçoit que les gens ne sont pas encore prêts à accepter que les frontières ne soient plus des frontières. Que ce soit pour l'esprit, que ce soit pour les climats, que ce soit pour, même vous venez de parler des religions. En effet, même quelque part, le monsieur avait quand même raison au niveau pour la femme, mais on aidera le monde à faire passer nos idées, à évoluer tous ensemble. Il y aura moins de pauvreté dans certains pays, il y aura aussi moins de richesse quelque part, on apprendra à partager. Nos politiques seront peut-être plus enclins à ne pas faire une politique plutôt rassurante pour leur électorat, mais pas pour l'évolution des gens. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit et c'est vraiment très brillant, madame, et je vous en remercie. Merci beaucoup. Non, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, il y a toute une série de courants de pensée dans les pays européens, mais ailleurs aussi, qui vivent mal non seulement l'Europe, l'européanisation de leur existence, parce qu'ils croient qu'ils sont victimes de l'Europe, si par exemple ils sont en chômage, et qui vivent très mal la mondialisation. Et c'est vrai que le cadre de pensée pendant 150 ans pour les gens, ça a été l'État-nation, mais c'est une période particulière, parce qu'avant cette période des États-nations, ils ne se vivaient pas comme ça, et après, aujourd'hui, on est dans l'après-État-nation, d'une certaine façon, on ne vit plus non plus de cette façon. Mais ça crée une inquiétude, une angoisse qui se traduit dans les mouvements d'extrême droite et dans les refus de se vivre dans ce monde comme il va, comme disait Voltaire. Et donc, ça, c'est un phénomène important on a l'impression de retour en arrière. Mais malgré tout, l'évolution se fait. Mais elle se fait aussi à reculons de la part de certains qui n'acceptent pas l'évolution que vous avez évoquée. Bonsoir, merci pour cette conférence très brillante, effectivement. J'avais une question. J'avais une question sur une de vos diapositives qui m'a interpellée, qui est un courant qui est effectivement qui va vers l'avant. C'est l'urbanisation et les mégapoles. On parle beaucoup de nations-États, mais la population de certaines villes deviennent des vrais États. Est-ce que ça va pas changer aussi notre mode et est-ce que on ne va pas retrouver en fait des États au niveau de ces mégapoles qui s'étendent? Parce que là, je pense que ça dépend des migrations intra et inter. Pays. Oui, merci beaucoup. Alors, il y a une sociologue que j'ai mentionnée rapidement qui s'appelle Saskia Sassen, qui est aux États-Unis, à l'Université de Columbia, qui a fait un livre qui s'appelle « La ville globale » et qui explique, dans un contexte post-national, si j'ose dire, qu'on va vers des frontières qui s'estompent, des États qui ne contrôlent plus ce qui se passe à leurs frontières, pas seulement uniquement en termes de migration, mais pour toute une série de décisions économiques, culturelles, etc., et où le monde serait de plus en plus dominé par des grandes places financières, de décision, de population mondiale, et elle compare le poids respectif de Londres, de New York, de Tokyo, de quelques autres régions du monde, en disant finalement, c'est pas les États qui gouvernent tout ça, ce sont des mégapoles mondiales qui sont des lieux cruciaux de décision. Alors c'est un facteur d'évolution pour l'instant, mais aussi il y en a d'autres. Aux Nations Unies, c'est un pays, une voix. Et dans d'autres décisions, ça pèse aussi de cette façon-là. Donc on a plusieurs phénomènes en parallèle qui fonctionnent dans cette évolution, effectivement. Autre question, monsieur. Ça fonctionne? Bon. Bonsoir, madame. Moi, je suis d'accord sur les principes que vous énoncez et qui sont de très, très bonnes paroles. Mais il faut quand même penser que c'est un idéal et que l'idéal, ça prend du temps
prendre, si vous voulez, racine. Moi, je vois actuellement, quand vous dites que les frontières sont fermées, c'est faux. Parce que vous ne comptez pas tous ceux qui passent à côté, etc. En fait, les frontières de l'Union européenne, pour parler que d'elles, c'est une passoire complète, quoi. Vous savez bien. Mieux que moi. Bon. Et quand vous dites que c'est pas important, on voit ces chiffres partout, des 5%, etc. Mais ça ne veut absolument rien dire en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, les pourcentages là-dessus? Rien du tout. Vous définissez pas un niveau. La réalisation de ce que vous dites, qui est un idéal, je le répète, ça prendra beaucoup de temps. Or, les choses vont beaucoup plus vite que ça. Et ça, il faut le gérer. Et ça, nous ne savons pas. Quand vous êtes submergé, vous ne pouvez pas sauver tout le monde qui est dans la piscine. Si tout le monde se noie en même temps, qu'il n'y a plus que 2 maîtres nageurs, c'est impossible, vous comprenez? Il faut avoir ça en tête. Entre l'idéal et puis la réalité, il faut faire la différence. Alors, tout ça, la mondialisation, c'est la même chose. C'est parfait, seulement il faudrait se donner un siècle pour le faire, au minimum, ou plusieurs. Enfin, c'est le chiffre que je lance comme ça. Et pour l'immigration, c'est la même chose. Lorsqu'elles sont trop rapides, on n'est pas adapté pour ça. On n'a pas ce qu'il faut, quoi. Ni physiquement, ni mentalement, quoi. Et ça, on ne le prend pas en compte. Votre question. Et là, dans vos livres, vous ne le prenez pas en compte non plus. Mais c'est une réflexion, ce n'est pas une question. Voilà. Parce que c'est un débat, alors il faut quand même débattre un petit peu. Et ici, on ne le fait jamais, le débat. Il y a un long discours qu'on écoute comme ça, dont on connaît souvent une partie, parce que toutes ces cartes, je les ai déjà vues, mais je ne suis pas le seul, quoi. Mais seulement, ça, c'est pas la politique, la carte. Il faut non, je suis d'accord. Je n'ai pas du tout parlé d'idéal. Je dis qu'il y a des choses qu'on pourrait faire qui ne seraient pas des révolutions absolues, en ouvrant plus les frontières à quelques catégories de gens pour mieux correspondre au marché du travail, etc., pour lutter contre l'immigration irrégulière, pour toute une série de choses qui ne sont pas des choses, des mesures révolutionnaires, mais qui changeraient un peu les choses du point de vue de l'entrouverte des frontières. D'une part, j'ai dit ça. D'autre part, je pense qu'il y a des phénomènes qui sont déjà largement en route et que les gens ne voient pas. La mondialisation, elle est déjà là. Donc, c'est pas la peine de dire elle va arriver, ça va être... il y a des tas de phénomènes, il y a des réalités. Et ce que je dis, c'est qu'il faut s'adapter à la réalité. Je dis pas qu'il y a des choses qui soient bien ou qui soient mal. Je dis il y a une réalité, il faut la prendre en compte, il faut des politiques qui correspondent à cette réalité, non pas des politiques pour l'opinion publique. Parce que les politiques qui sont faites pour l'opinion publique sont des politiques inefficaces, à très court terme, qui ne résolvent rien, qui sont des politiques électoralistes et de mise en scène. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'on est, et plus on va vers tout ce qui conforte un passé qui n'a d'ailleurs jamais existé, puisque la migration, c'est aussi vieux que le monde, hein, mais ça empêche de faire face à la réalité. Je pense qu'il faut surtout faire face à la réalité. L'idéal, je ne sais pas quel est l'idéal. Je ne sais pas si c'est que les gens restent chez eux, qui peut être un idéal, ou qu'ils bougent, mais ce que je vois, c'est que les gens bougent. Voilà, les gens bougent et que ça rapporte aux migrants, aux pays de départ, aux pays d'accueil, à toute une série d'échanges divers, économiques, culturels, sociaux, politiques aussi, etc. Donc il y a une mobilité, il faut prendre en compte cette mobilité. Le système actuel de contrôle des frontières et le système de souveraineté des États-nations n'est plus adapté à cette réalité. C'est ça que j'ai essayé de développer comme idée. Madame. Oui, bonsoir. Vous avez décrit tout au long de votre exposé les nombreuses causes d'émigration, que ce soit régionale ou mondiale. Et pour les besoins de ma question, je retiendrai que de celle que l'on a devant nous, l'immigration environnementale, mais aussi l'économie, que vous avez aussi l'un et l'autre évoqué. Alors autant le monde, on va dire, pour dire les choses simplement, essaye de réguler le premier aspect, migration environnementale, par une COP 21 qu'on va supposer réussie, soyons optimistes. Et en revanche, je vois, il me semble, une difficulté, et j'aimerais vous entendre là-dessus, sur l'autre volet, c'est-à-dire l'économie. Autant sur le plan des États-nations, voire les communautés européennes, l'association Canada, etc., etc. Ces deux structures, on va dire, arrivent plus ou moins, mais arrivent ou essayent de réguler. En revanche, je connais sûrement pas tout, au niveau mondial, il n'y a pas
de volonté, faut-il l'avoir d'ailleurs, j'en sais rien, mais de régulation, d'action sur une économie mondiale, sur cet aspect-là, hein, sur son influence sur les migrations. Donc voilà, il me semble qu'il y a une difficulté à vouloir mettre en place une politique, chose, il me semble, que vous souhaitez au niveau mondial, alors qu'un des éléments essentiels, à savoir l'économie, n'est pas régulée, maîtrisée, enfin, et indépendante, que ce soit sur les prix des matières premières, etc., etc. Voilà, donc ma question, n'y a-t-il pas une difficulté majeure ou contradiction entre migration et non-maîtrise de l'économie? Alors, je ne sais pas si c'est la non-maîtrise de l'économie, mais c'est surtout la non-maîtrise disons, des besoins économiques en main-d'œuvre et de la mobilité de cette main-d'œuvre. C'est-à-dire que la difficulté qu'on a eue, par exemple, dans les années 50, 60, dans beaucoup de pays européens, dont la France, c'était qu'on avait une croissance économique et on n'avait pas de main-d'œuvre. C'est-à-dire la raison pour laquelle on a fait venir l'immigration. C'est pas par hasard que la France est le plus ancien pays d'immigration en Europe, c'est parce que au moment où elle a eu un décollage économique dès la deuxième partie du 19e siècle, elle manquait de main-d'œuvre. La France était un pays de vieux, faut le rappeler. Depuis la fin du XVIIIe siècle, il y avait eu un déclin démographique qui a repris en 1945, mais entre les années 60, les gens, ils n'étaient pas encore en âge d'être sur le marché du travail, donc on a eu de l'immigration jusqu'au milieu des années 70. Et donc il y avait un décalage entre deux phénomènes. Mais il y a beaucoup de pays qui sont dans cette situation-là. Les pays du Golfe, ils sont très peu peuplés, ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, comment ils font ? Ils font venir des migrants. N'importe quelle situation de main-d'œuvre. Et d'ailleurs, à l'échelle régionale du monde, il y a beaucoup d'espaces de circulation qui ont été mis en place pour favoriser l'acheminement de la main-d'œuvre vers les lieux de travail. On a à peu près 22 espaces économiques régionaux de libre circulation. Donc, la réponse, elle se fera aussi à l'échelon régional. Elle ne se fera pas uniquement en Europe ou ailleurs. Elle se fera à l'échelon régional. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en Afrique, on a 4 ou 5 espaces économiques régionaux qui sont des espaces d'ouverture des frontières, précisément parce que il faut faire venir la main-d'œuvre plus facilement qu'en contrôlant les frontières vers les espaces où il y a du travail. Donc on est dans ce contexte-là. Alors les crises politiques rendent parfois difficile cet objectif, mais c'est ce qui existe. La CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, c'est 15 États qui ouvrent plus ou moins leurs frontières en fonction des besoins de la main-d'œuvre. En Europe, on a ça, on a le marché nordique du travail, on a le l'UNASUR pour l'Amérique latine, on ouvre les frontières pour permettre la circulation de la migration de travail. Pareil pour l'ASEAN à l'échelle asiatique. Donc on a des quantités d'espaces de libre circulation de la main-d'œuvre pour adapter le besoin de main-d'œuvre aux besoins du marché du travail. Donc c'est ça la politique qui est actuellement en cours à l'échelle des différentes régions du monde, sans même entrer dans une approche mondialisée des flux. Et on aura de plus en plus de libre circulation régionale à l'échelle mondiale, parce qu'il y a des pays qui ont beaucoup de richesses et qui ont beaucoup de développement et très peu de main-d'œuvre, et il y a des pays qui ont beaucoup de main-d'œuvre et très peu d'opportunités de développement. Donc c'est comme ça que se fait la régulation. Elle se fait de pays à pays et à l'échelle surtout régionale pour le monde. Avant de donner la parole pour la dernière question, je veux simplement m'inviter dans le débat entre monsieur et vous sur la cause économique comme facteur migratoire essentiel. Vous parliez des pays du Golfe qui sont une terre d'immigration pour des raisons économiques. Très peu de droits en même temps. Mais comment se fait-il que les pays du Golfe ne coopèrent pas à la crise migratoire actuelle que le Moyen-Orient traverse? Pour plusieurs raisons. Pour des raisons politiques. Là. Alors, d'une part, les pays du Golfe ne sont pas signataires de la Convention de Genève, donc ils ne peuvent pas donner le statut de réfugié. D'autre part, ils sont pas, eux, ils sont surtout dans une situation de besoin de main-d'œuvre. Ils veulent surtout pas avoir une immigration de peuplement parce qu'ils craignent les conséquences sur la déstabilisation de leur vie quotidienne avec les migrants. Il faut pas oublier que les migrants ont très peu de droits dans les pays du Golfe. On a parlé tout à l'heure de l'égalité homme-femme qui va progresser mais très lentement. Mais les migrants sont vraiment des gastarbeiters et encore plus que ça a été dans l'Allemagne des années 60, c'est-à-dire qu'ils n'ont que la possibilité de travailler, ils ne peuvent pas faire venir leur famille, etc.
il est à penser que peu à peu, ils seront obligés d'évoluer sur ce terrain-là, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est facile d'y entrer pour travailler, mais si on veut avoir les mêmes droits de citoyenneté, c'est très difficile. Donc, en fait, en termes de droits, il y a des grandes différences dans le monde. Si on a réussi à entrer en Europe, on peut finalement avoir les mêmes droits que les nationaux au bout d'un certain temps. Si on va du sud au sud, en revanche, c'est plus facile d'entrer, mais on a rarement le droit d'asile, on a rarement des droits de citoyenneté, même des droits sociaux, etc. Si on va du nord au sud, on perd pas ses droits de citoyenneté, mais on peut difficilement, par exemple, se faire naturaliser dans un pays du sud, pour des raisons diverses, qui serait une autre conférence. Si on va du nord au nord, on a les mêmes droits au départ et à l'arrivée. Donc, selon la direction de la migration que l'on prend, on a des statuts très différents en termes de migrants à l'échelle mondiale. Merci beaucoup. Dernière question, et puis ensuite... Bonsoir, merci pour votre conférence, je trouve très intéressante. Mais moi, j'ai toujours pensé que cette frilosité dont vous parliez est due à la peur de l'autre, oui, et aussi à la peur de perdre le contrôle sur les ressources naturelles de la planète. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours eu d'ailleurs ce qu'on appelle puissance occidentale, entre guillemets, qui veulent préserver leur droit, disons, à décider pour le bien. Enfin, je ne pense pas que c'est un désir de gouverner le reste du monde, mais c'est un désir, une peur, que s'ils relâchent un peu ce contrôle, qu'ils pensent... Enfin, je suis désolée, je suis un peu confuse, mais je pense qu'il y a certaines puissances dans le monde qui pensent qu'ils ont la manière, qu'ils ont le droit et la bonne vision sur la gestion des ressources du monde, de la planète. Et ils ont peur, quelque part, c'est une peur naturelle. C'est la peur de l'autre, la peur de perdre le contrôle. Oui, merci, c'est une bonne question. Alors c'est un sujet qui dépasse très largement notre questionnement d'aujourd'hui, puisque c'est le problème de l'équilibre international. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui il n'y ait que les pays qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale qui soient au Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple? On a tout ce débat là-dessus. Est-ce que c'est normal que dans certaines décisions mondiales, des grands pays comme le Brésil ou l'Inde n'aient pas voix au chapitre, alors que c'est encore la France, la Grande-Bretagne et quelques autres qui décident? Donc ça, c'est un débat plus large que celui à mon avis, de la migration. Mais je pense que du point de vue de leur seul intérêt, je ne parle même pas de l'aspect éthique, les pays ont besoin de mieux vivre ensemble et donc plutôt de ne pas faire l'autruche et d'accepter de vivre en bonne entente avec l'autre, c'est leur intérêt. S'ils ne veulent pas des problèmes de violence, des problèmes de terrorisme à leur porte, si on crée le chaos à l'extérieur, aussi en empêchant aux gens de venir et avec des poches de chômage de plus de la moitié de la population, des gens qui ont 25 ans. L'âge médian en Europe, c'est 40 ans. Sur la rive sud de la Méditerranée, c'est 25 ans. En Afrique subsaharienne, c'est 19 ans. Si on laisse à nos portes ce genre de situation, on peut craindre pour notre sécurité intérieure. Donc je ne parle même pas de l'aspect, disons, généreux ou pas que veulent les Européens dans la gestion de la situation mondiale, mais notre propre intérêt est de vivre en bonne entente et de partager une série de phénomènes de décision. Et aussi de prendre conscience, on a parlé de la gestion économique tout à l'heure, de prendre conscience de la dimension économique migratoire de certaines décisions. Si on baisse très bas le prix du coton, on aura énormément de migration. Mais il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte de ça. Si on décide de créer du café dans des pays qui sont concurrentiels avec les pays d'Amérique centrale, on aura beaucoup de migration qui viendra d'Amérique centrale vers les États-Unis. Si on prend telle ou telle décision économique, ça a un impact migratoire. Mais très souvent, ça n'est pas pensé comme tel. C'est pensé politique de développement, etc. Donc, je pense qu'il faudrait beaucoup plus, pour mieux gérer la situation, avoir l'idée
quelles sont les conséquences de telles décisions en termes migratoires. Ce qu'on ne fait jamais. Ceux qui sont allés en Irak ou en Afghanistan n'ont pas pensé à ça, ou ils se sont dit que les gens n'iraient pas chez eux. Ceux qui baissent le prix du coton, ils ne se rendent pas compte que l'Afrique viendra chez nous, dans ce cas-là, etc. Donc il y a des tas de phénomènes qui ont un impact migratoire qui ne sont pas pris dans une dimension interdépendante et qui ont une conséquence massive en termes de migration. Bien, merci beaucoup Catherine Vittel de Wenden.